Reportage à suivre. Rapport au vitriol de Human Rights Watch contre le Sénégal. Pour l'organisation, les autorités sénégalaises répriment l'opposition, les médias et la société civile à l'approche de la présidentielle. Et puis en sport, les chances de qualification en 8e de finale de la Côte d'Ivoire fortement menacées. Les éléphants ont été humiliés par le Slang national de la Guinée équatoriale, 4-0. Les Lions du Sénégal, quant à eux, préparent sereinement la rencontre de demain face à la Guinée-Conakry. Mais d'abord, le foot pour commencer. La Côte d'Ivoire en passe d'être éliminée de sa CAN. Talafal, bonsoir. Bonsoir Chérif. Des éléphants écrasés, ça arrive. Hélas, 4-0. Les chances de qualification de la Côte d'Ivoire sont infimes désormais. Tout à fait. Quand on regarde le match qu'on a suivi tout à l'heure, on se rend compte quand même que les chances s'amenuisent de jour en jour. Et lors du dernier match de groupe, on se rend compte aujourd'hui quand même que la Côte d'Ivoire ne pourrait espérer jouer les huitièmes de finale que sur des scies. C'est-à-dire en comptant sur les autres pour pouvoir finir parmi les 4 meilleurs troisièmes. Et à partir de ce moment, je pense quand même qu'ils n'ont plus leur destin en main, comme disait hier en conférence de presse Jean-Louis Gasset, quand il parlait du destin de l'équipe qui est entre leurs mains. Et là, je pense que par rapport au match qu'on a vu tout à l'heure, les Équato-Guinéens méritaient largement leur victoire. Donc, ils ont surpassé les Ivoiriens, ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu, en termes d'intensité, d'impact physique et même sur le plan technique. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de se poser des questions et de se remettre en question par rapport à la suite du tournoi. Rappelons que le Sénégal va rencontrer soit la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale ou le Nigeria. Que dire de ces équato-guinéens que vous avez vus tactiquement disciplinés? Disons qu'ils produisent du bon jeu, ils n'ont pas de complexe d'infériorité par rapport aux autres équipes. On leur a vu bien appliqués, bien sérieux dans ce qu'ils font. Et puis même techniquement, ils ont moins de déchets. Quand on regarde cette équipe-là jouer, on a du plaisir, on apprécie, si on est amoureux du foot et du beau foot, on apprécie grandement cette équipe-là. À partir de ce moment, je pense quand même qu'ils méritent leur première place aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas du tout usurpé, vu la prestation qu'ils ont fournie jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Talafal. Merci à vous. On vous retrouve en deuxième partie de soirée avec la belle équipe autour de Cher Tidiane Diao, le Sénégal qui va rencontrer donc demain la Guinée pour le 3e match de ce groupe qui va déterminer le leader de ce groupe. Les Lions se sont entraînés, comme vous le voyez sur ces images. 25 Lions étaient sur le rectangle vert. Sénégal-Guinée demain. Match très important donc pour les deux équipes. Voyons le compte-rendu de la conférence de presse d'Enva-Match avec nos envoyés spéciaux Missa Ndoye, Mamfatou Ndoye et Mamadou Ndiaye. Sénégal-Guinée, l'enjeu de la première place et l'envie de se jauger à une bonne équipe donnent de bonnes raisons aux sélectionneurs de mettre du sérieux dans cette rencontre. C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change. Énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je le dis, ce n'est pas du tout un match amical malgré que les deux équipes sont qualifiées. Non, on envisage d'être premier. On est des compétiteurs et on est sur une bonne dynamique. Après, de s'arranger avec le Sénégal, en fait, ça nous arrange pas parce que si on fait match nul, il reste premier et nous, on joue second. Et vu les calculs qu'on commence à faire, parce qu'on commence à en faire, on risque de jouer la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas forcément un bon tirage pour nous aussi. Donc, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On savait en venant ici qu'on avait des finales à faire. On en a fait 2. Là, c'est la 3e finale et puis celle-là, elle est prestigieuse. Le sélectionneur national du Sénégal avertit. Il ne changera pas juste pour changer, car il faut garder une certaine dynamique, mais aussi de la cohérence. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions sur 2 ou 3 cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter du sang neuf ou pas ? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale.
On le voit avec les rentrées de nos joueurs. À chaque fois qu'ils rentrent, que ce soit Eliman, que ce soit Ghana, que ce soit Jackson, c'est des garçons, c'est un plus-value pour nous. Et ce banc-là est très important. Bien sûr qu'ils sont capables aussi de commencer. On fera le point demain et puis on saura vraiment par rapport aux suspensions et par rapport aussi aux blessures. Mais on veut être vraiment cohérent et on va s'inscrire aussi dans la continuité. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler sur ce troisième match-là, sous prétexte qu'on est déjà qualifié. Non. Or que les deux sélectionneurs ont aussi mis en avant l'amitié qui lie les deux peuples. Ça a chauffé entre journalistes guinéens et journalistes sénégalais. Les confrères guinéens se prenant pour les modérateurs de la conférence de presse, ce que n'ont pas accepté les journalistes sénégalais. Le Sénégal et la Guinée, un seul peuple et indivisible, cher. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye. En tout cas, ce match est très important pour les deux équipes sur le terrain. Match qui sera très disputé. Le Sili national a-t-il les moyens de contrer la bande à Sadio Mané? Les Lions vont-ils faire un parcours sans faute en match de groupe? Les spécialistes se prononcent dans ce micro-trottoir réalisé par nos envoyés spéciaux. Tous les matchs dans cette poule C sont des matchs difficiles. Ça, on était conscient de cet enjeu depuis le tirage au sort. Maintenant, il ne faudra pas en faire plus de pression, je pense, parce que quand même, on avait déjà joué avec la Guinée lors de la précédente édition et on avait fait un match nul entre eux et nous. Cette fois-ci, on est venu avec une meilleure équipe, moi je le dis tout le temps, parce qu'on a un meilleur banc. On a des remplaçants qui peuvent changer le match, qui peuvent faire la différence, des remplaçants qui peuvent être titulaires. Donc, grâce à ça, moi, je pense qu'on est plus favori que la Guinée. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'emporte dans l'esprit derby, dans l'esprit de tension et tout. Il faudra qu'on joue comme on a joué devant la Gambie qu'on a battue, qu'on joue comme on a joué devant le Cameroun qu'on a battu, qu'on joue notre football, qu'on joue avec nos arguments, nos aptitudes. Et ainsi, on va encore une fois s'en sortir. Il ne peut pas être facile ce match-là, pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des voisins. Ensuite, c'est un derby de la sous-région. Et puis, il y a la première place qui est l'enjeu parce que le Sénégal est leader, la Guinée deuxième. Et en terminant leader, on évite certaines équipes. En terminant leader, on ne se déplace pas, on reste ici à Yamoussoukro. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ce match ne peut pas être facile. En plus de ça, le Sénégal est l'équipe championne d'Afrique en titre. Et la Guinée, qui a fait beaucoup de progrès depuis quelques années, voudra bien se payer la peau du champion d'Afrique en titre, du leader. Mais vous conviendrez avec moi qu'en face aussi le Sénégal, qui a bien démarré, voudrait rester sur cette... C'est important de gagner ce match pour rester premier, rester dans votre camp de base et avoir au moins une équipe supposée faible. Donc on ne peut pas dire que les équipes sont faibles, mais supposée faible sur le papier. Je pense que c'est plus important de tuer le match et de terminer en beauté aussi par une victoire. Voilà. Sénégal-Guinée, coup d'envoi ce mardi donc à 17h. Dans le reste de l'actualité, les travailleurs de la Sogas ont démarré cette journée en assistant à une barbarie. Cet homme que vous voyez en bleu à l'écran a été égorgé dans la chambre des bovins. Le tueur présumé a pris la poudre d'escampette. Explication à Habib Faye. Un réveil douloureux à la Sogas ex-Seras. Abdou Diaw, un tripier, égorgé par son collègue Abdou Mbaye. Un contentieux de 20 000 francs a opposé les deux hommes. Ils s'en sont venus aux mains. La suite, un drame épouvantable dans la chambre des bovins. Stupeur générale. Réglé de manière extraordinaire. On n'est plus au dépourvu, même nos agents qui étaient là. Ils croyaient que comme les gens se moquent entre eux, c'est des amis. Et quand l'autre l'a pris, ils ne se sont pas rendus compte qu'il était en train de l'égorger. C'est quand il est sorti à terre, comme les couteaux sont très tranchants, et immédiatement il l'a égorgé. Et il y a des gens qui ont cherché quand même à le poursuivre, mais comme il était bien armé, personne quand même n'osait l'arrêter. Comme il a déjà commis un crime, il n'hésiterait pas à le faire. L'agresseur en fuite était l'ami de la victime selon les agents qui sont bouche bée. Je ne les ai pas vus nulle part s'affronter dans la salle. Ce qui est arrivé est vraiment terrible. Je n'y croyais pas, mais c'est arrivé et c'est regrettable. Je connaissais bien Abdou Diaw qui a rendu l'âme, c'était quelqu'un de bien. On a échangé d'ailleurs à l'aube. La police alertée occupe les lieux avant l'arrivée des sapeurs-pompiers pour évacuer le corps. La dépouille acheminée à l'hôpital. La Sogas a arrêté les activités économiques. Aucun agent n'a envie de travailler. Et vraiment, tout le monde est dépourvu. Et c'est quelque chose de très regrettable. Abdou Diaw laisse derrière lui
ses 3 veuves et des enfants orphelins. Merci beaucoup Habib. Dans l'actualité politique, les libéraux fulminent encore contre l'irrecevabilité de la candidature de Karim Wade. Nous nous battrons politiquement et judiciairement, ont-ils grondé cet après-midi en conférence de presse, compte rendu Maïmouna Ndiaye et Mardiak. Des militants sympathisants du PDS et membres de la coalition Karim 2024 mobilisés pour exiger la réintégration de Karim sur les listes électorales pour sa participation à la présidentielle du 25 février 2024. La récente tentative d'élimination de Karim Wade de la course présidentielle est une manœuvre inacceptable visant à faciliter l'ascension du très impopulaire Premier ministre Amadou Ba. Tous les pronostics suggèrent que face à un scrutin libre et honnête, Amadou Ba serait incontestablement battu par Karim Wade. Face à cette injustice flagrante, le PDS et la coalition Karim 2024 exigent la réintégration immédiate de Karim Wade sur la liste. Mieux, le porte-parole du jour demande la dissolution du Conseil constitutionnel pour réparer ce qu'il qualifie de conflit d'intérêts. Nous soutenons la demande des députés du PDS de créer une commission parlementaire pour enquêter sur les circonstances de cette disqualification, notamment sur les soupçons de conflit d'intérêts, de corruption et de collusion au sein du Conseil constitutionnel. Nous demandons au président Macky Sall de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette crise, notamment en révoquant le Premier ministre Amadou Ba qui utilise son pouvoir pour manipuler l'élection et éliminer des candidats. Le PDS et la coalition Karim 2024 avertissent l'opinion. La Cour de justice de la CEDEAO sera saisie sur cette affaire. Nous engagerons tous les recours possibles, notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour rétablir Karim Wade dans ses droits. D'ici là, il invite toutes les sections du PDS et de Karim 2024 à se tenir prêtes en attente du mot d'ordre et le retour de Karim. Qui sera le porte-drapeau de l'ex-PASTEF? Le dilemme semble se poser entre Dièye, Sy et Diomaye. Les discussions sont en cours pour déterminer le porte-flambeau de l'électorat pastéfien en l'absence du titulaire Ousmane Sonko. Alassane Ba. Pourront-ils déjouer tous les plans avec la stratégie qu'ils veulent ou qu'ils comptent mettre en place? La situation au sein de l'ex-parti PASTEF n'est pas encore clarifiée. Ces 3 candidatures-là vont parcelliser complètement un peu l'électorat au sein de ce grand parti ou bien en cas de cette grande entente. Il aurait été beaucoup plus judicieux que peut-être les candidats Cheikh Tidiane Dièye et puis Habib Sy puissent désister. Ce qu'on retient vraiment de manière claire, c'est que Ousmane Sonko n'a pas dit officiellement quel candidat il soutient ou il va soutenir. D'ailleurs, d'après les informations, il leur a demandé tous d'aller déposer leurs spécimens. Donc, on peut dès lors dire que ce pôle constitué de l'ex-PASTEF, en tout cas de PASTEF, aura 3 candidats. 3 candidats éclatés et malheureusement pour eux, il n'y a pas quelqu'un qui sort du lot pour incarner la même envergure qu'Ousmane Sonko. Une situation qui risque d'être très compliquée si Ousmane Sonko ne désigne pas un parmi les 3 candidats qui sont cités entre Cheikh Tidiane Dièye, Habib Sy et Bassirou Diomaye Faye, qui va porter le projet PASTEF durant la campagne. Aujourd'hui, on peut dire que personne d'entre eux ne symbolisant pas une envergure nationale pouvant entraîner autant de monde qu'Ousmane Sonko, donc on aura certainement un électorat éclaté. Diomaye, ah ouais, moi je peux me dire que c'est le candidat en tout cas, pour moi, qui symbolise le plus le projet, qui symbolise le plus Ousmane Sonko. Maintenant, pourquoi jusque-là, je ne comprends pas, pourquoi jusque-là Ousmane Sonko n'a pas encore donné d'ordre de vote, de consigne de vote, je sais pas. Je crois que la responsabilité politique aurait voulu qu'il puisse trancher définitivement ce débat-là et un peu choisir quelqu'un même. Après, maintenant, ça va aussi faire mal. Tout en voulant préserver ses intérêts, cette stratégie n'arrange-t-elle pas Ousmane Sonko? Une question
qu'il ne faut pas négliger. Le réel politique ne le pousserait pas à avoir envie de mettre tout le monde au même pied d'égalité afin que finalement que personne ne s'en sorte. Il ne faut pas avoir peur de se poser cette question-là. On a beau convoquer le sentimentalisme en politique, mais la politique aussi, c'est véritablement la préservation des intérêts des uns et des autres. Quelle va être la réaction prochaine des différents leaders alliés du candidat Ousmane Sonko? Pourront-ils créer l'unité autour d'un ou de ces trois candidats? Ce n'est plus qu'une question de jours. Ces différents leaders, Alassane, ont fait leur choix sur Bassirou Diomaye Faye. En tout cas, les leaders alliés de Ousmane Sonko, le LACOS, appellent à l'unité derrière Bassirou Diomaye Faye. Voici Biram Souleye Diop avec Mambiram Diouf. Nous avons notre candidat. Nous avons notre programme. Nous avons notre homme en Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ben, c'est Ousmane Sonko qui sera sur le terrain. C'est Diomaye Faye qui sera sur le terrain. Si on ne les donne pas, mais écoutez, qu'ils nous regardent faire parce que nous allons faire le taf pour eux. Nous sommes tous prêts, n'est-ce pas? Nous ferons le travail pour eux et nous reviendrons ici pour constater. On a causé un tort à Ousmane Sonko, mais on nous dit que ni la DG, ni la Sénat ou des militants de l'APR sont, ni la DAF, aujourd'hui, ni le Conseil constitutionnel ne sont responsables. Et Ousmane Sonko, tout le projet qu'il a porté, vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2001, c'était pour l'exclure de la responsabilité. On en arrive au moment où on nous dit « Ah non, 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 ce chemin-là, il n'est pas bon ». On nous dit oui pour une diffamation supposée, entretenue, des procédures bâclées. Oui, oui, on l'exclut. Après, il y a une erreur. Non, ce n'est pas sa responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. On n'arrive pas à savoir qui c'est, personne n'est responsable. Et comme ça, Ousmane Sonko est exclu du processus. Donc, nous disons que la responsabilité du peuple est aujourd'hui d'assurer lui-même la surveillance du vote. Il faut que le peuple assure la surveillance du vote. Nous l'avons dit. Et ce qui lui est demandé, c'est de tout faire pour aller retirer les cartes. Parce qu'il y en a énormément encore qui donnent dans les préfectures et les sous-préfectures. Et pendant ce temps, l'administration électorale avance sur l'organisation du scrutin. Une réunion préparatoire s'est tenue à la Direction générale des élections, rencontre avec les différents mandataires pour définir les couleurs, entre autres ordres du jour. Voyons tout cela avec Dissa Prera. La rencontre avait pour objectif d'arbitrer et départager les partis et coalitions de partis sur les différentes couleurs des bulletins de vote. Donc il y a des difficultés au niveau des gens qui ont déposé des bulletins qui ont des fonds bleus et d'autres qui ont déposé des bulletins qui ont des fonds blancs. La DGE va prendre l'initiative de convoquer ces différents mandataires pour faire un arbitrage afin de trouver un terrain d'entente parce que c'est l'électeur qui doit être mis à l'aise. Nous sommes ici d'abord dans un premier temps pour régler le problème d'arbitrage des couleurs et nous livrer des informations sur les documents de propagande. Et quand on parle de documents de propagande, c'est la profession de foi, c'est les affiches en grand format et en petit format. Une rencontre en mode fast-track où l'essentiel des difficultés a été exposé, des problèmes liés aux bulletins à fond bleu ou blanc. Concernant les bulletins de vote, nous avions déposé notre bulletin, le spécimen depuis hier, mais apparemment il y a quelques soucis sur certaines couleurs, notamment sur la nôtre, parce que nous on a un fond bleu. Et on nous a dit que les bulletins à fond bleu et fond blanc, il y avait quelques soucis. Certainement, on va vers un conflit de couleurs parce qu'ils nous ont annoncé tous ceux qui ont des couleurs sur fond bleu ont déjà des conflits. Et nous, notre couleur est basée sur le fond bleu. Ce qui veut dire que forcément, on va vers un conflit avec d'autres candidats. Mais je pense que tout ça, c'est encadré par le code électoral. On va savoir ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas pu effectivement mettre en place, avoir toutes les maquettes pour faire les comparaisons. On sait juste qu'en fait, les candidats qui ont un fond bleu ou marron ou blanc, il y a des conflits à ce niveau-là. Mais les conflits, ça arrive et c'est réglé par la loi. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Un peu dans la situation, mais je pense que je n'aurai pas justement un problème de conflit parce qu'au-delà justement du fond blanc que j'ai, je pense que j'ai un logo qui a duré et qui fait aujourd'hui l'identité de mon candidat. Mais en cas de confusion des couleurs, nous dit-on, la loi a déjà tranché la question. S'il y a confusion sur les couleurs,
on doit faire recours au ministère en charge donc de l'Intérieur où on doit déposer les récépissés de parti et selon l'ordre de dépôt. Et donc, voilà, on va tenir compte de cet aspect-là pour pouvoir départager les candidats. En attendant que l'ensemble des partis et coalitions de partis déposent leur spécimen de bulletin de vote, rendez-vous leur est donné dans les prochains jours pour trancher définitivement la question. Merci Dissa. À la une également de l'actualité, le Sénégal a présenté devant le groupe de travail de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève son 4e rapport national sur la situation des droits de l'homme, délégation dirigée par la ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Aïssata Tall Sall. Lors de cette session, 123 délégations ont pris la parole au cours du débat interactif pour saluer les avancées du Sénégal en matière de droits de l'homme et louer son rôle avant-gardiste dans plusieurs domaines. Les intervenants ont également formulé des recommandations principalement en lien avec les droits civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels. Les délégations ont souligné pour le saluer l'engagement constant du Sénégal dans la promotion et la protection de tous les droits de l'homme. Des propos à rebours du rapport au vitriol de Human Rights Watch contre le Sénégal. Pour l'organisation, les autorités sénégalaises répriment l'opposition, les médias et la société civile à l'approche de la présidentielle de 2024. Compte rendu de synthèse du communiqué du rapport de Human Rights Watch avec Lamine Ba. Les autorités sénégalaises répriment l'opposition, les médias et la société civile à l'approche des élections générales qui doivent se tenir le 25 février 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités devraient enquêter de manière efficace sur toutes les violences commises par les forces de sécurité, libérer les personnes détenues arbitrairement, y compris pour des raisons politiques, et garantir les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, essentiels à des élections véritablement libres et équitables. Cette répression a commencé en août 2021 dans le contexte des procédures judiciaires concernant l'éminent leader de l'opposition Ousmane Sonko et des préoccupations suscitées par l'éventualité d'un 3e mandat du président Macky Sall. Mais il y a eu une vague d'arrestations d'opposants politiques et de dissidents au cours des derniers mois. Selon des groupes de la société civile et des partis d'opposition, près de 1000 membres et militants de l'opposition ont été arrêtés dans tous les pays depuis mars 2021. 79 personnes ont présenté une demande au Conseil constitutionnel pour être candidat à l'élection présidentielle, dont Amadou Ba, actuel Premier ministre du Sénégal, est membre de la coalition au pouvoir, et Ousmane Sonko, leader d'opposition emprisonné et dirigeant du parti politique dissous Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. À l'issue du processus de vérification du Conseil, elles ne sont plus que 20. La candidature d'Ousmane Sonko a été rejetée sur la base de sa condamnation par la Cour suprême du Sénégal à 6 mois de prison pour diffamation à l'encontre d'un ministre. Entre novembre 2023 et janvier 2024, Human Rights Watch a interrogé en personne et par téléphone 34 personnes dont 9 membres de partis d'opposition, 13 membres de groupes de la société civile sénégalaise, 6 journalistes, 2 professeurs d'université, 3 avocats sénégalais et 3 proches d'activistes. Human Rights Watch a également examiné des reportages de médias nationaux et internationaux, des photographies montrant les blessures des manifestants à la suite d'actes de torture en juin 2023 et son dossier médical, ainsi qu'une vidéo montrant des gendarmes qui torturent un manifestant également en juin. Le 9 janvier, Human Rights Watch a envoyé un email à Julien Gandour, directeur des droits humains, auprès du ministère de la Justice pour lui faire part de ses conclusions et solliciter des réponses à des questions spécifiques. Human Rights Watch n'a pas reçu de réponse. Des vagues d'arrestations ont commencé en 2021 à la suite de manifestations violentes liées à des procédures judiciaires concernant Ousmane Sonko et à la perspective d'un possible 3e mandat du président Macky Sall. Les forces de sécurité ont ciblé des dirigeants, des membres et des partisans du parti d'Ousmane Sonko. Sonko a été plus récemment arrêté le 28 juillet pour incitation à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, provocation de troubles politiques graves et association de malfaiteurs, entre autres. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du PASTEF, est en détention depuis le 14 avril, devant répondre des chefs d'accusation similaires à la suite d'un message critiquant les magistrats qu'il avait publié sur son compte Facebook. Merci Lamine. Et sur toutes ces questions, on en parle dans un tout petit instant dans Soir d'Info, la suite avec l'historienne, le professeur Pendambo. Tout autre chose à présent. Depuis vendredi, les étudiants du mouvement des élèves et étudiants de Ziguinchor dorment à la Belle Étoile, à Grand Dakar exactement.
Ils ont été expulsés de leur logement qui était pris en charge par la municipalité de Ziguinchor, qui ne paye plus le loyer selon les étudiants. Reportage Abdoulaye Diop. 1h du matin, des étudiants et des étudiantes dorment dans cette rue située à Grand Dakar, Kogne-Biatou. Ils sont empêchés d'occuper leur chambre. Ce matin, certains ont assisté à des cours, tandis que d'autres sont restés là, visiblement inquiets, dans la rue, comme cette étudiante en philosophie. Bon, nous avons des garçons gentlemen en quelque sorte. Déjà, ici, il y a les filles qui dorment, de l'autre côté aussi, il y a les filles. Par là-bas aussi, il y a les filles qui dorment là-bas. Et les garçons font les vigiles. Oui, jusqu'à 6h du matin, comme ça. Les garçons expriment leur mécontentement et accusent la municipalité de la commune de Ziguinchor suite à la résiliation du contrat avec le bailleur. Je ne pensais pas qu'on allait en arriver là. Franchement, je pensais que la municipalité allait prendre ses responsabilités très tôt. Ne pas attendre que ces étudiants soient à la rue. Comme vous le voyez ici, vous voyez. Le président du mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor explique que cela est dû à des arriérés impayés. 11 millions l'année. Maintenant, plus les 2 mois de plus, 11 millions plus les 2,700, ça va tendre peut-être vers les 13-14 millions comme ça. Bien que la mairie les accuse d'être des partisans du gouvernement, le président du MEDES rejette ces accusations. Pourquoi eux? Ils nous empêchent de rencontrer les autorités. Doudouka, il est des Ziguinchor, rencontrer Doudouka, c'est la même chose pour nous. Rencontrer Doudouka, c'est la même chose que rencontrer Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna et les autres. Mais pour eux, ce n'est pas la même chose. Mais chacun, vous ne soutenez pas Doudouka? On ne fait pas de la politique. Nous avons contacté la mairie de Ziguinchor. L'adjoint au maire exprime sa compassion envers la situation des étudiants. Aujourd'hui, nous assistons en tout cas à une chose vraiment très délicate et très malheureuse pour nos frères. La mairie promet de discuter avec le bailleur pour résoudre cette situation. Nous sommes en discussion avancée avec le bailleur à qui nous avons proposé en tout cas un nouveau contrat. La mairie déclare vouloir mettre fin à ce qu'elle considère comme une politisation de cette structure et envisage la création d'une commission pour sa gestion. Les étudiants attendent leur réaction pour résoudre cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Merci Abdoulaye. Alors maintenant à Dara Djolof, pour être à l'abri des incendies et des feux de brousse, une caserne de sapeurs-pompiers sera construite à Dara Djolof pour un montant de 700 millions de francs CFA. L'annonce est faite par le maire de Dara, Samba Ndiobenka, avec notre équipe. Le voici. Aujourd'hui pour réceptionner d'abord le premier lot d'équipement des sapeurs-pompiers. Par la même occasion aussi en profiter pour installer la première équipe qui est mise à la disposition de la commune de Dara. Par la même occasion aussi remercier le ministre de l'Intérieur. Il avait donné son onction à ce que Dara soit accompagné dans le cadre de la réalisation d'une caserne de sapeurs-pompiers pour un coût global de 700 millions de francs CFA. Tendant et pour parer à toutes ces éventualités et surtout parer à ces accidents permanents, le ministre de l'Intérieur a mis à notre disposition une équipe de plus de 30 personnes, des engins de dernière génération. Et nous espérons avec cela, très prochainement, Dara pourra être à l'abri de beaucoup de difficultés. Parce que de par le passé, Dara dépendait de Linguère. Et il arrivait qu'on reste parfois plus d'1 heure, 2 heures de temps sans pour autant avoir les équipes des sapeurs-pompiers, parce que parfois très submergés, et vu la distance aussi. Et là, je pense bien que c'est un vieux souvenir pour la population de Dara. On s'en félicite. Et puis un mot de météo, le temps sera marqué par de la poussière cette semaine un peu partout. L'alerte est lancée par la météo nationale, suivant les explications d'Abdoulaye Diakhaté, ingénieur à l'ANACIM. De la période du mardi 23 janvier 2024 à 12h au jeudi 23 janvier 2024 à 23h, le ciel sera affecté par une suspension de particules de poussière. Cette suspension de particules de poussière nous provient de la Mauritanie et devrait intéresser les régions nord, notamment Matam et Saint-Louis, dès l'après-midi du mardi 23 janvier 2024. Toutefois,
Ce phénomène va se généraliser progressivement sur une bonne partie du territoire, particulièrement à Louga, Linguère, Tambacounda et Bakel, et sur les régions proches de la côte, par exemple Dakar, Mbour et sur les îles du Saloum, au courant de la journée du mercredi et du jeudi. Par conséquent, une forte réduction de la visibilité sera notée dans les zones précitées, bien que la partie sud du territoire soit relativement moins touchée. Merci à vous. Nous vous suggérons de continuer à suivre l'évolution de ce phénomène sur les plateformes. Voilà, le masque sera donc de rigueur. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je retrouve dans un tout petit instant avec l'historienne Madame Penombo pour parler du processus électoral. À tout de suite.